Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Ce projet, je vous rappelle, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Je suis Nathalie Salmeron et aujourd'hui, je reçois une autrice avec un parcours plutôt admirable. On a discuté pas mal, on a plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Véronique Govert, bonjour, comment ça va ? Bonjour Nathalie, ça va très bien, merci de me recevoir, c'est très gentil. Je suis ravie de pouvoir parler de ce livre et de ton parcours, mais de ce livre également, Made in Canada. Alors, avant qu'on parle un petit peu de ce livre, on parlera sûrement de ce livre un petit peu plus en deuxième partie de cette entrevue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous parler d'où tu viens, ton parcours un petit peu ? Alors, moi j'ai grandi à Paris, je suis née, j'ai grandi à Paris principalement. Et j'y étais très heureuse, une famille avec 2 sœurs aînées. Et puis, jeune femme, à l'âge de 23 ans, j'ai eu une opportunité d'aller travailler pour une compagnie française à Chicago, aux États-Unis. Et ma foi, comme j'avais aucune attache à Paris, je me suis dit pourquoi pas. Donc on y va, j'ai foncé. Et ça a été le début d'une grande aventure qui est devenue ma vie, finalement, et qui m'a donné beaucoup de joie. Pas seulement, mais surtout beaucoup de joie. Puis en plus, tu as eu de la chance parce que nous, on a discuté un petit peu avant de préparer cette entrevue, mais tu arrives à Chicago en septembre 93. Exact. Et un mois après, tu rencontres l'homme qui deviendra ton mari, le père de tes enfants, et un des principaux personnages aussi de ce livre, forcément. Oui, comment ça se passe, justement, une rencontre aussi importante dans une vie? Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as 23 ans, tu es toute jeune, est-ce que tu te rends compte que, waouh, cette rencontre, elle va sûrement changer le cours de ma vie? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai débarqué, comme tu l'as mentionné, en septembre, et c'était plein été indien. Chicago, le Midwest américain, c'était tout nouveau pour moi, donc vraiment, j'y allais libre. Et je voulais vraiment rester pour pouvoir ne me donner aucune limite. Cette envie de croquer le monde un petit peu. Voilà, ouais. Exactement. Je dis, on ira où ça nous emmènera, on y va. Et puis, moins d'un mois après, mon mari Joe est devenu juste à lui un collègue dans la compagnie où je travaillais. Et puis, comme il parlait français, puisqu'il était canadien francophone, tout de suite, on a sympathisé. Et puis, par la suite, il a eu mon téléphone. Et là, s'est instaurée une relation avec des heures et des heures de communication au téléphone. On était bien avant Internet et bien avant les chats et les compagnies. Avant, on se parlait vraiment. Au téléphone, voilà, ou par fax. Ou par lettre. Voilà, ce côté un peu romantique quand même, je trouve. Tout à fait, ouais. Et puis, finalement, on est allé visiter l'un et l'autre à Chicago, à Toronto. Et puis, je suis arrivée à Toronto en mai de l'année suivante, en mai 94. Et donc, on s'est mariés. Il y a 30 ans. Ouais, il y a 31 ans. Bon, on est fin 2024. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on s'est mariés en juin 94. Et depuis... Et depuis, c'est toujours la personne qui partage ta vie. Voilà. Alors, du coup, Toronto faisait déjà un petit peu partie de ta vie, bien que tu étais encore principalement à Chicago. Mais Toronto, ça n'a pas été un coup de cœur pour toi. Parce que les essais, ils ont été un petit peu difficiles. La pilule était un peu difficile à avaler. Voilà. Il faut savoir que quand on arrive d'Europe, on n'a pas un système immunitaire aussi fort qu'ici. Qui me dit je tombe malade au premier coup de vent. Voilà. Et puis les piqûres de moustiques, ici, les énormes moustiques, moi, ça m'a donné des œdèmes de partout. C'était vraiment difficile de s'adapter. Ensuite, après l'été est venu l'hiver. Et c'était horrible. Les problèmes. Je déteste le froid. La neige, vivre avec la neige, vivre avec le froid, c'était vraiment un tournant, ça, dans ma vie, d'apprendre à conduire. Tout doit être réappris pour pouvoir naviguer dans ces climats extrêmes. Donc très vite, mes yeux se sont tournés vers l'ouest du Canada.
Et grâce à mon mari qui qui travaille toujours pour la Banque de Montréal, pour ne pas nommer, on a eu l'opportunité de transférer à Vancouver. Et donc là, à Vancouver, j'étais bilingue et puis ça n'a pas été très difficile de trouver, ma foi, un emploi. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de... Un marché plus dynamique, peut-être. Ouais, tout à fait. Et puis peut-être plus enclin aussi à avoir des francophones parce que on se plaint toujours, c'est vrai qu'on est une minorité, nous les francophones, mais à Toronto, on est une minorité parmi plein d'autres minorités et on est toujours contente de trouver un francophone. C'est peut-être plus facile à Vancouver. Peut-être que les francophones sont un peu plus difficiles à trouver, donc du coup, c'était peut-être aussi plus simple pour toi de trouver un travail en francophonie, ou en tout cas pour utiliser ton français, parce que c'était dans un océan d'anglophones, en fait. Ben voilà. Alors, la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré des amies françaises, grâce à la communauté, qui est très, très petite à Vancouver, mais je suis sûre qu'elle a bien grandi depuis. Et puis, j'étais dans une compagnie aussi où il y avait des gens de tous les horizons. Donc ça, c'est extrêmement stimulant et encourageant parce que parfois, on se dit qu'on n'est pas tout seul dans le même bateau. On est tous en train d'apprendre quelque chose. Et puis, ça a été une période Vancouver, vraiment, avec mon mari pendant 8 ans. On était tous les deux, ça nous a permis de voyager, de découvrir l'Amérique du Nord et puis d'autres pays. Et puis, arrivé la trentaine, la question s'est posée de fonder une famille ou pas. Et je dois dire que pour moi, c'était vraiment une question difficile. Je me sentais pas forcément la nature d'une mère. Et donc, c'est ça qui vraiment a commencé à pousser mes aspirations pour donner du temps à des œuvres caritatives qui sont importantes à mes yeux. Alors, ça a changé au fil des années, bien sûr, mais j'ai commencé par ce qui m'a semblé être le plus évoluant, c'est-à-dire un mouroir, malheureusement pour les enfants, la fondation Ronald McDonald, pour ne pas la nommer. Non, mais tu fais bien parce que ça donne aussi des idées aux gens s'ils ont envie de s'engager, parce que on le mentionne comme ça, mais c'est vrai que nous, on en a parlé un petit peu avant de préparer cette entrevue, mais le volontariat, c'est quelque chose de très ancré dans la culture nord-américaine de manière générale, mais au Canada particulièrement. Donc, quand il y a une cause qui vous tient à cœur, et si vous nous écoutez en ce moment sur les ondes de Choc FM 105.1, il y a peut-être du temps que vous avez dans votre agenda où vous êtes là à pas trop savoir quoi faire, à, entre guillemets, perdre votre temps, à pas faire quelque chose de constructif, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. Il y a beaucoup d'associations et de bels organismes qui cherchent justement des gens qui peuvent donner un peu de temps pour égayer le quotidien de certaines personnes où c'est pas rigolo, que ce soit des personnes malades, des personnes dans la nécessité, des personnes XY raison. Il y a toujours ce besoin de donner du temps. Et même si c'est vrai qu'en Amérique du Nord, on a tendance à dire le temps c'est de l'argent et on essaye de toujours monétiser tout, et bien des fois le temps c'est aussi du cœur, c'est aussi prendre soin des autres, cette bienveillance, ce côté bienveillant qu'on a au Canada, je trouve qu'il se transmet aussi via ces actions de volontariat. Oui, tout à fait, et moi c'est ce que je dis, le temps c'est ce qu'on a de plus précieux. Le temps et la santé, on en reviendra un peu après. Parce qu'on ne sait jamais combien on a de temps qui nous reste. Donc si vous avez un petit peu à donner, c'est formidable. Et moi j'en ai donné pour des œuvres caritatives pour des gens, mais aussi pour les animaux, parce que c'est une grande cause pour moi. Je suis végétarienne et le bien-être et la santé des animaux sont aussi très importants pour moi. Donc avec mes filles, quand j'ai finalement eu des enfants, j'ai eu 2 filles. Ça a été aussi un enrichissement pour elles, c'est de faire du bénévolat dans des accueils pour les animaux abandonnés, par exemple l'équivalent de la SPA, la SPCA, etc. Les enfants adorent, ils sont très engagés. Moi, mes filles, ça les a vraiment motivées pour être des militantes contre la chasse à la baleine, contre la chasse des ours, et qui maintenant est interdite au Canada. Et on pense à Paul Watson, qui est né à Toronto, qui a été libéré, ça y est, depuis 24 heures. Ah, formidable. Ouais, formidable. Et puis, donc oui, j'ai découvert que malheureusement, le gouvernement a des fonds très limités quand il en vient de l'éducation, des associations, de la vie associative. Et donc ça, c'est vraiment, ça dépend de nous, c'est sur nos épaules. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires. Moi, j'encourage tout le monde à le faire, ne serait-ce que pour les rencontres que vous allez faire. Ouais, parce que du coup, le point commun que vous avez avec les personnes qui sont avec vous dans ce bénévolat, ce volontariat, vous appelez ça comme vous voulez,
c'est l'envie de partager, c'est l'envie de donner. Mais au-delà de ça, vous allez peut-être avoir d'autres points communs. Ça peut devenir des amis de longue date. Ça peut... Parce qu'il y a ce côté aussi communautaire. On a envie d'aider, on a envie d'être dans notre petite bulle. Est-ce que le volontariat que tu faisais était en français ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, non. Ben non, parce que bon, c'est quand même, il n'y en avait pas beaucoup À Vancouver, à ce à moment-là. Vancouver, ouais, et puis même à Toronto, enfin à Toronto et à London, puisque je ne suis pas revenue directement à Toronto, je me suis arrêtée à London en Ontario. Et là, pareil, j'ai fait du bénévolat, mais c'était en anglais, ouais, en anglais. Oui, non, en anglais. Mais tes enfants, par contre, tu les as mis dans des écoles francophones à Oui. Vancouver. Pourquoi c'était important pour toi de les mettre dans un cursus francophone? Parce qu'au final, toi, tu es francophone, ton mari est francophone, mais plutôt dans le monde anglophone aussi. Son Ouais. français, il ne l'utilisait pas forcément. Entre vous, vous parlez français d'ailleurs? Moi, je parle français, lui répond en anglais. Ok, donc moitié, chacun Moitié. parle dans la langue qui lui convient le mieux. Voilà. Mais moi, j'adore ces ambiances-là un petit peu parce que moi, ça met pas la pression. Ouais. Si tu veux répondre, le premier truc qui te vient en tête, ça parle français, tant mieux. Si ça parle anglais, tant mieux, je comprendrai quoi qu'il arrive. Voilà. Mais du coup, pour vous, c'était quand même important que vos enfants Oui. soient scolarisés dans un environnement francophone. Oui, d'autant plus qu'à Vancouver, nous, on n'avait plus du tout de famille, parce que la famille de mon mari est au Nouveau-Brunswick et aussi un petit peu en Ontario, mais enfin, principalement au Nouveau-Brunswick, et ma famille est en France. Donc, on s'est retrouvés très, très isolés. Et on dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant, et on l'a bien senti. Dès que les enfants rentrent en âge scolaire, là, tout de suite, les comparaisons se font et les fêtes de Noël, les anniversaires, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante, il n'y a C'est rien. plus il y a limité, pas le de- cercle est plus petit, ouais. Ah oui, c'est pas une souffrance pour eux, mais c'est quelque chose que on n'arrivait pas à leur offrir que les autres enfants avaient. Et ma foi, c'est dommage. Donc du coup, Puis en plus, c'est pas quelque chose qui s'achète. non, C'est pas un truc où on se dit, bon, on va faire un effort financier, on va t'acheter ce truc. Là, c'est des gens, c'est une culture, c'est de la c'est- oui, ouais. puis c'est du être ensemble. Ça s'achète pas le être ensemble au final. Non, On va voilà. pas dans le magasin en disant, bonjour, moi je voudrais 2 être ensemble, s'il vous plaît. Non. Donc voilà pourquoi c'était important que je les mette dans une école française, parce que ça allait m'aider aussi, étant la seule qui parlait français à la maison, pour leur inculquer cette langue, et puis aussi partager des petites fêtes comme la fête des rois, Ouais. ou des petites choses comme ça qui n'existaient pas dans le monde anglophone autour de nous, quoi. Donc ça, c'était assez important et ça a été aussi pour moi l'occasion de voir à quel point les parents et les grands-parents s'investissent dans l'école, dans la vie de l'école, dans la vie des élèves et participent de la transmission transgénérationnelle. Ouais. Il y avait beaucoup de grands-parents et de parents, quand ils ont le temps, qui sont investis, qui proposent des ateliers de craft, qui regardent les enfants quand il n'y a pas de surveillant. Enfin, il y a une multitude de positions disponibles pour tout Il y a parent, surtout cette tout grand-parent. volonté d'encadrer aussi les enfants parce que tu as forcément dit un mot qui fait battre mon cœur. Tu as parlé de transmission. Et vraiment, il y a ce truc, je trouve, qui est important, c'est que quand on est dans un endroit où on est minoritaire, que ce soit par la langue ou plein de choses, par la culture, et ben on a tendance à vouloir, comme des aimants, se rallier les uns aux autres. Ouais, Comme tu dis, il faut un village pour éduquer un enfant, mais je pense qu'il faut un village de manière générale autour de soi pour se Oui. sentir bien. oui, Parce que si on est tout seul de sa communauté, eh bien, il y a ce truc où on se sent un petit peu seul au monde. Et tout à l'heure, on en parlait, je trouve que nous, en France, parce qu'on vient de France toutes les deux, nous, en France, on a ce côté où le côté communautaire, c'est limite mal vu. Parce que communautaire, ça veut dire vous êtes que entre vous, vous qui venez d'autre part, et que vous voulez pas vous ouvrir aux autres. Ça ne veut pas du tout dire ça, la communauté. La Non. communauté, c'est juste que on n'est déjà pas chez nous, donc du coup, on a besoin de se retrouver un peu chez nous par la chaleur des autres qui nous entourent. Ça ne veut pas dire que On exclut. voilà, ça veut pas dire qu'on exclut et qu'on s'ouvre pas au monde qui est à Au l'extérieur. Au contraire, on est hyper ouvert, mais on a besoin de ces petites touches de rappel et justement pour la transmission, Ouais. rien de mieux que la communauté. Oui. Parce que la personne qui a voyagé de son pays francophone, on parle de France parce qu'on vient de France, mais la personne peut venir du Gabon,
de Bruxelles ou du fin fond de la Louisiane parce qu'il a des grands-parents qui sont francophones, eh bien, ce truc de comment on va faire pour le garder alors qu'au milieu de nous, tout le monde parle anglais, comment on fait? C'est justement cette transmission, que ce soit par les grands-parents, par des gens de la communauté, des piliers un petit peu. Et justement, comment ça se traduisait ces transmissions? Est-ce qu'il y avait même des goûters, des petits... Mais tout à fait. Et puis, par exemple, les dîners. Alors, moi, c'est un exemple que j'aime bien utiliser. C'est dans le Canada anglophone où on habitait, ou quand on reçoit des gens... c'est plus buffet, tout le monde est debout. Le fameux potluck. Potluck, voilà. Moi, j'ai été très attachée à montrer à mes enfants qu'il y a aussi une autre façon, et c'est de s'asseoir autour d'une table, de discuter tous ensemble. Que ça va durer longtemps. On est assis pour plusieurs heures. Voilà, on sait quand ça commence et pas quand ça se termine. Exactement. Et qu'il y a une certaine politesse, un certain respect, il y a des formules... de bien vivre, de vivre ensemble. Voilà. Exactement. Que je pense que c'est important pour elles d'y être exposées, ne serait-ce que quand on va visiter notre famille en France. Il n'y a pas de décalage. Ben voilà, elles ne se sentent pas bizarres, on ne la regarde pas de façon bizarre non plus, elles savent tout à fait se servir d'un couteau, d'une fourchette, et elles boivent dans des verres. Et avec classe, s'il vous plaît. Ça vient peut-être. Mais... Donc, des petites choses comme ça, c'est très important, mais aussi... Puis c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école non plus. Voilà. La transmission de la culture, je trouve qu'elle a besoin d'être faite par les gens autour. Voilà. Parce qu'à l'école, on va vous apprendre le côté académique des choses, mais les petites choses de, la cuillère, on la met de ce côté-là, quand on mange ensemble, on fait ci, quand on reçoit des invités, on reçoit de telle façon. Ça, c'est des trucs qu'on apprend quand on est en famille, quand on est en communauté, en fait. Quand on est en groupe, ça, c'est pas le prof de français qui va t'apprendre ça, en fait. Voilà. C'est impossible. Et par exemple, les initiatives qu'on avait, je me rappelle pour l'école, c'était on demandait des recettes préférées de chaque enfant. Qu'ils pouvaient faire, pas des recettes trop compliquées, des recettes qu'ils aimaient faire et qui venaient, ma foi, de tous les horizons et qu'on a mis ensemble avec des dessins que les enfants aussi avaient décorés, montré ce que cette recette représentait pour eux, etc. Donc on a mis dans un livre et qu'on vendait pour justement faire de levée de fonds parce que les écoles n'ont pas d'argent. Et ça, c'est vraiment... moi, je l'ai compris, je l'ai vu là, parce que c'est vrai qu'en France, le gouvernement, j'ai l'impression, s'occupe de beaucoup de choses. Et on est toujours à lui jeter la pierre parce qu'il n'y a jamais assez. Mais c'est vrai qu'au final, quand on regarde ailleurs, l'herbe est relativement verte en France, clairement. Oui. Il n'y a pas de cantine ici, donc il faut que les enfants amènent leur déjeuner. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Est-ce qu'il y a des garderies ici? Oui, il y a des... Après école, avant école, il y a des options, tout à fait. Mais bon, c'est pareil, il y a des staffs et puis il y a des gens de bonne volonté qui ont quelques heures à dévouer. Leurs enfants vont à l'école ou leurs petits-enfants vont à l'école. Donc ils restent et puis ils donnent un peu de leur temps. Voilà, ils y vont, il y en a qui amènent le café. On organise les visites dans la ville, on organise tout. Et la richesse de l'enseignement que votre enfant va tirer profit dans l'école où il est, vraiment dépend de l'engagement des parents derrière. Les levées de fonds vont être très importantes pour amener des bibliothèques bien fournies. C'est là où on se rend compte du pouvoir de la communauté. Parce que si à chaque levée de fonds, il y a suffisamment d'argent qui est levé pour payer telle ou telle chose pour les enfants, justement, ça prouve que derrière la communauté, elle est là pour soutenir justement ces projets. Ouais. Et ça, c'est formidable, cette bienveillance et ce souci de partager et d'inclure tout le monde, qu'il n'y ait personne qui reste sur le pavé. On est là pour aider tout le monde dans ce groupe. Alors bon, à l'école, les petits, les moyens, les plus grands. Mais, chacun met la main à la pâte un petit peu. Oui, tout à fait. Et c'est très enrichissant et on apprend énormément. Tout le monde vient de différentes cultures. Moi, je sais que j'ai découvert que au Canada, tous les matins, on chante l'hymne canadien. Et même plus, un enfant est désigné, alors bon, soit au hasard, soit par mérite, ça, toutes les écoles ont leur propre système, pour le chanter au microphone qui retentit dans les couloirs de l'école et tout. Alors moi, ça c'est un truc, à chaque fois, ça me prend les tripes, je pleure. Mais c'est là, c'est cool que tu dis ça, parce que c'est là où on rejoint le côté tout à l'heure où je disais, être en communauté, ça ne veut pas dire se fermer aux autres. Mais pas du tout. Là, quand tu dis le chant, c'est le chant du Canada, du pays où on a tous immigré. Donc ça veut dire qu'on ne chante pas la Marseillaise, on ne chante pas la chanson de son pays d'origine. Donc du coup,
le côté communautaire, et je dis ça parce qu'on est sur YouTube et vous êtes en France, on ouvre son esprit. Mais vraiment, c'est ça, c'est le côté communautaire. Il faut enlever ce côté un peu négatif de voir, Totalement. oh, ça, ils sont tout le temps entre eux. Pas du tout, au contraire, c'est pour faire de belles choses. Ouais. Et aussi parce que la mairie de Toronto, la mairie de Vancouver n'a peut-être pas conscience qu'il y a des besoins dans certaines communautés. Qui mieux que les personnes au cœur de cette communauté pour connaître les besoins, faire en sorte que ça aille mieux. Et après, on verra pour voir si la mairie n'a pas un peu de sous ou si telle subvention on ne peut pas donner un petit peu. Mais ça vient du besoin au cœur de la communauté. Oui, 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 tout à fait. Et puis même les entreprises lambda qui font toutes sortes d'activités sont appelées à participer, à sponsoriser et le font bien sûr avec le cœur sur la main. Mais oui. voilà, les Canadiens sont généreux. Ils sont généreux de leur temps, ils sont généreux du portefeuille, ils sont généreux de leur sourire, de leur bonne humeur. C'est un pays qui donne énormément. Ouais. Et il faut savoir recevoir. C'est vrai. Et il faut savoir rendre en retour aussi. Oui. Parce que quand on a reçu, il faut savoir aussi à son tour rendre, je trouve. Oui, oui, je pense que c'est important. Parce que comme ça, c'est le cercle vertueux au final. Exactement, exactement. C'est voilà, le don du sang. Le don de plein de trucs, ouais. C'est vrai que le Canada, les gens sont généralement très gentils. Rares sont les personnes que tu as rencontrées. Je dis, oh, non, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Rares sont ces moments-là, je trouve, en tout cas. Même si ma connaissance du Canada se limite quand même pas mal à Toronto, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez commun. Oui, oui, oui. Et moi, j'ai vécu une grosse quinzaine d'années à Vancouver. Et j'ai eu l'occasion de voyager à travers le Canada jusqu'à Terre-Neuve et Labrador. Et ça, c'est vraiment un point commun, c'est la bienveillance et la considération pour autrui et le respect pour autrui. Ça m'a beaucoup appris. Moi qui étais une jeune pétaradante, ça m'a donné une leçon d'humilité. Et puis, ça m'a remis en place et puis ça m'a ouvert le cœur et la tête, quoi. Et ça permet d'aller de l'avant. Donc ça, c'était vraiment positif pour moi. Et justement, en parlant de l'avant, donc une bonne quinzaine d'années à Vancouver, qu'est-ce qui te ramène dans ce coin de pays-là? Parce que là, si on se parle, c'est qu'on est à Toronto. Donc, qu'est-ce qui te ramène ici? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'après, d'un coup, tu te mettes à vouloir écrire un livre? Parce que ce livre, quand bien même j'ai cru comprendre qu'il était dans des petits papiers depuis un bon bout de temps, au final, c'est en arrivant ici que tout se passe. En fait, oui, voilà. Donc, j'ai eu mes 2 filles à Vancouver et je n'avais pas de famille. Ma famille était en France, mon mari dans une autre province. Donc, quand mes filles sont arrivées à l'école primaire, là, ça a commencé à faire une différence pour elles, puisque il n'y avait pas de cousins, il n'y avait pas d'oncles, il n'y avait pas de tantes. Les grands-parents, c'était une fois par an, dans le meilleur des cas. Et donc, il y a eu un besoin de famille. J'ai ressenti pour elles qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas leur offrir, mais qui était disponible en Ontario, puisque les parents de mon mari sont dans la banlieue Toronto. Et donc et puis Toronto, c'est aussi plus proche de la France, c'est plus facile de voyager quand on est en France à Toronto qu'à Vancouver. N'oublions pas qu'il y a quand même 3 heures de vol, si je ne me trompe pas, entre Toronto et Vancouver. Donc ça fait 3 heures de vol, 3 heures de décalage supplémentaire. Ouais, 3 heures de décalage et 3 heures et 4 heures de vol. C'est 9 heures avec la France, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Donc du coup, on a regardé, on a vu London, Ontario, qui est une petite ville à moins de 2 heures de Toronto, qui a académiquement des écoles qui sont les meilleures de la province. Et donc, beaucoup de familles. Donc, quand on regarde la densité, la population, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants en bas âge. Donc, on s'est dit, London, bingo, on y va, c'est parti, retransfert. Mes filles arrivent à London, et puis du coup, on était tout près des grands-parents et des oncles et tantes. Et du coup, trop bien, parce que du coup, esprit familial retrouvé, et ça, c'est top. Une vraie joie, une vraie joie. Et puis, ça a évolué, et puis au fil des années, donc London, on a continué notre vie, et puis mes enfants étant plus grands, et puis Covid est arrivé, je me suis dit, il va falloir qu'on se rapproche de Toronto, donc
C'est marrant, les gens font l'inverse. Les gens ont plutôt fait l'inverse pendant le Covid, à se dire, bon, on est à Toronto, on va prendre un peu large, on va respirer. Toi, tu t'es dit, bon, on est à London, c'est le Covid, on va essayer de se rapprocher de Toronto. Voilà, moi j'ai senti le besoin d'une ville plus urbaine, Ouais, ok. avec plus de services, plus de gens. Puis bon, les enfants grandissent, quoi, donc ils ont moins besoin de vous. Donc, Et puis, du coup, ils ont aussi besoin d'être plus dans l'entertainment, pour parler du bon français. ouais, C'est sûr que, alors j'ai jamais été à London, mais je suppose que quand même Toronto offre beaucoup plus, que ce soit pour la ouais, culture, pour les sports, pour les sorties. Quand on est jeune, on a envie d'avoir la vie un petit peu comme tu dis, où ça court dans tous les sens. ouais. C'est sûr que Toronto, ça l'offre, ce genre de vie. Voilà. Donc ça a été assez organique comme mouvement et comme changement. Et puis malheureusement, en juin 2022, j'ai eu une hémorragie cérébrale. Euh, en fait, une hémorragie cérébrale, il y a un vaisseau qui a crevé, enfin, qui s'est Ça a ouvert, qui pété s'est au final, ouais. déchiré, et ça coule, ça s'est répand dans le cerveau. C'est du coma, et puis on se réveille en général pas tout à fait le même. Moi, j'ai eu la perte de mon côté droit. Quand je suis droitière, c'était un petit peu en kikinant, mais bon, le réveil a été un peu brutal. Mais tout de suite, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je sais que le système de santé canadien se fait beaucoup récrier. Ouais, c'est Mais vrai. moi, je dois dire, honnêtement, j'ai eu le meilleur soin, mais même meilleur que ce que j'aurais eu en France. Mais ça, il y a pas de souci. J'ai été tout de suite prise en charge et très bien prise en charge. Il faut savoir qu'à l'hôpital de Saint-Michael, le ratio, c'est un infirmier pour un patient. Ah oui, c'est énorme. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui est avec vous 24 heures sur 24, tout le temps. Ouais. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Et Et puis, il n'y a pas de petits cracks, de petits oh, désolé, j'étais avec 14 autres patients, je suis désolée, j'ai pas pu prendre ouais. le temps d'être avec telle personne parce que j'en avais 14 000 Mais autres à voilà, gérer au final. Parce que souvent, c'est ça. Et c'est vrai que bah, pour être là maintenant depuis 7 ans et demi, personnellement, j'en ai entendu parler beaucoup et pas forcément du bon côté. À ouais. chaque fois que j'ai des amis qui sont à l'hôpital ou machin, il y a toujours un truc à redire. Et c'est une question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est est-ce que tu étais d'accord ou est-ce que c'était OK, en tout cas pour toi, de te faire soigner pour quelque chose de très grave hein, quand même, mais en anglais, de ne pas parler ta langue maternelle dans ces moments-là. Je te disais, moi, dès que ça touche au docteur, bah, je préfère parler français parce que quand ça me pique, ça me gratte pas, et quand ça me brûle, c'est pas des coups d'électricité. Et je trouve que quand on décrit un symptôme à un docteur, on a envie d'être le plus précis possible pour qu'il comprenne exactement et qu'on sorte de là et qu'on aille mieux. Mais des fois, l'anglais, le stress nous fait perdre un peu la langue. En tout cas, personnellement, ça m'affecte quand je suis un peu stressée. L'anglais, hop, en vacances. Et puis le côté de, est-ce que le docteur, si avec les mots que je lui donne, il va comprendre exactement, parce que ça se trouve, c'est pas exactement ça que j'aurais dû dire, mais tu vois ce que je veux dire? Des fois, Ouais, il y a ce ouais. truc de stress un petit peu, mais toi, ça t'a pas posé réellement problème. Ben non, en fait, j'y ai pas pensé. C'est marrant ce que tu dis parce que un peu moins de 2 semaines, un peu moins des 2 premières semaines après mon réveil, Le j'ai coma qui a la- duré longtemps? non, il a duré une nuit, un jour. Ok, Oui, donc je savais, donc ça a été assez rapide un pour bon le 24 réveil. heures quand même. Oui, oui, Ouais, oui, quand oui. même. Et donc, quand je suis réveillée, eh bien, malgré 30 ans au Canada anglophone, mon anglais a été complètement effacé de ma mémoire. Il Oh n'y là avait là. plus un mot, je ne pouvais plus parler anglais. Ah. Mais je ne savais plus, quoi. Mais je comprenais tout. Ok, donc c'était les réponses en anglais qui n'étaient C'est pas possibles à formuler impossible. pour toi. Par contre, Je comprenais tout en anglais. ok, donc tu n'avais pas perdu la compréhension. Ça, Non. c'est fou, ça, par contre, tu vois, ça, c'est Ah incroyable. oui, non, mais le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est une machine incroyable. Moi, ça me donne la foi quand j'y pense parce que quand on voit comment c'est fait, la complexité, c'est incroyable. Donc, mais c'est revenu, hein. Et puis, pareil, mon côté droit, l'encadrement, j'ai tout de suite été pris en charge. Il y a les physios, il y a des centres de rééducation. Bon, c'était un petit peu compliqué parce qu'en 22, on était encore sous les effets Covid. Ouais. Donc, il y avait encore des isolements à respecter, etc. Ouais, pas mal de restrictions. Ouais. Ouais, mais quand bien même, tout de suite, moi j'ai attaqué et quand on m'a dit qu'il y avait de la récupération à faire, ça m'a super motivée parce que moi c'était ça passe ou ça casse, hein. Ouais. Et donc, ça a été tout de suite le signal d'alarme. Je me suis réveillée, j'étais beaucoup plus allégée, beaucoup plus sereine qu'avant. Et je dis, bon, ben là c'est le moment, il faut que tu fasses ton livre parce que
si ça se reproduit, c'est fini. Donc Ouais, et là, puis il y a le côté de se rendre compte que des accidents de la vie, ça peut arriver à tout le monde, ah oui, même si, on se prend en bonne santé. voilà, c'est ça ce que j'allais dire, même si on pense qu'on a un bon train de vie, qu'on fait attention à ce qu'on mange, on fait une activité sportive, on fume pas, ou pas en excès. Moi, j'ai toujours tendance à me dire, des fois, quand je vois des gens qui sont alcooliques, machin, et je juge personne, et je dis juste, waouh, moi à côté, ça va. Même si j'ai tendance à boire un petit coup de temps en temps, ma consommation, elle n'est pas. Eux, comment ça se passe? Mais au final, ça veut rien dire. C'est pas parce que dans le jardin de votre voisin, il y a un arbre que chez vous, ça va pousser. Mais ce que je veux dire, donc du coup, il y a ce truc de profiter de la vie, vraiment, Ouais. et faites ce que vous avez envie de faire, même si c'est des trucs que vous pensez, oh, ça va mener où? Et ben faites-le, parce que si ça peut vous alléger votre cœur, vous faire plaisir, et ben faites-le, parce que comme tu dis, la vie, elle est courte et on sait jamais à quoi on peut réellement s'attendre le lendemain matin, quoi. Exactement. Donc j'ai pris tout ce que j'avais écrit au fil des années et puis je l'ai décidé de le mettre ensemble, de trouver un fil conducteur. Et donc c'était en juin 22, donc en juin 23, j'ai été capable d'envoyer une Manuscrit. esquisse, un manuscrit à des éditeurs. Et donc les 3 colonnes ont accepté mon manuscrit et m'ont publié grâce à Hachette. Et ça, c'était une nouvelle aventure vraiment sympa, quoi. J'y comptais pas et c'est arrivé, donc je me suis dit c'est que ça devait se faire. Et puis ça m'a permis de rencontrer des gens, ma foi, comme toi, de tout horizon, ou tous horizons. Ça passe dans les deux cas, on a compris. Et puis, non, c'est une belle aventure. Et puis, vraiment, ça ouvre les perspectives. On se dit que on ne sait jamais. Et quand on a une idée, quand on a une envie, ben, ma foi, si elle met personne d'autre en danger, si ça se fait dans la bonne humeur et la confiance, il faut y aller. On ne sait jamais. Il n'y aura pas de regret. Il vaut mieux le faire que regretter de ne pas l'avoir tenté. C'est exactement ça. Souvent, on se dit, ouais, je ferai ça quand ce sera prêt, mais on sait que dans sa tête, surtout maintenant qu'on a les réseaux sociaux et tout ça, et qu'on voit ce que c'est un monde parfait, 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 et ben si on attend d'être à ce niveau-là, et ben on sera peut-être jamais prêt en fait. Donc du coup, des fois, juste se dire, bon bah écoute, j'ai déjà un bon départ, je vais voir ce que ça donne. Si ça donne quelque chose de sympa et qu'il y a juste à broder pour après faire en sorte que ce soit parfait, et ben tant mieux, mais partons déjà de ce que j'ai, parce que si j'attends le jour d'être parfaitement parfaite, peut-être que je serai plus là, Voilà. en fait, ce jour-là. Parce qu'on sait pas, comme on dit, la vie, elle est courte, et que bah, malheureusement, attendre la perfection, des fois, c'est attendre un train qui passera jamais. Donc, Exactement. Mais comment ça s'est passé de... Parce que tu disais que tu avais des écrits depuis un bon bout de temps déjà. Ouais. Comment ça s'est organisé, ces petits écrits? Est-ce que c'était toi, il t'arrive quelque chose d'un peu sympa, tu prends une petite note, ou tu avais déjà quand même une idée d'écrire une certaine histoire, ton histoire pour le coup, parce que ce livre est quand même relativement autobiographique. Mais comment ça s'est passé toutes ces petites notes? Parce que tu disais que tu avais plein de choses à remettre ensemble, Ouais. mais elles sont venues d'où toutes ces petites feuilles? Alors, ça a commencé quand je suis partie sur Chicago, où là, j'ai vraiment voulu mettre par écrit les expériences que je vivais. Un peu comme les Instagrammeurs, les blogueurs qui tiennent un peu leur blog, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Voilà, cet espace, ces plateformes-là. Donc du coup, bah, papier, stylo, on prend des voilà, notes, quoi. des écrits parce que ben, j'ai eu l'opportunité de fêter Thanksgiving, qui est une fête que moi je ne connaissais pas, j'ai découverte aux États-Unis, qui est mais plus importante que Noël. Ouais. Et j'ai eu Avec ces notions de partage et tout ça. voilà, et j'ai été invitée dans une famille africo-américaine. Et ça a été vraiment pour moi une expérience extraordinaire que je remercie encore d'avoir été invitée. Donc ces choses-là, ces choses très, très fortes que j'ai pu vivre, que j'ai pu observer, j'ai voulu les mettre par écrit au fur et à mesure. Pareil, quand je suis arrivée au Canada, je suis tombée amoureuse du pays. Alors déjà, la beauté du pays, moi, ça m'a coupé le souffle, parce que oui, la France, je sais, c'est magnifique. Ça, je suis la première à le dire, c'est un très beau pays. Mais Mais ça ne veut pas dire qu'on au est Canada, sensible à d'autres choses aussi. voilà, et puis l'échelle du Canada, c'est tout autre chose. C'est beau, mais quand vous voyez la canopée des forêts ici, c'est sur des hectares et des hectares. Bon, on n'a pas ça en France. Bah oui. C'est sûr que si on compare la France qui fait la taille d'une cacahuète avec le Canada qui est le deuxième plus grand pays du monde, on se sent petit c'est à côté. fou, voilà. Ouais. Et donc ça m'a vraiment subjuguée. Et je trouvais que j'avais vraiment beaucoup de chance de vivre dans un pays d'une telle richesse géographique.
Et puis ensuite, la société m'a vraiment séduite. Et là, j'ai commencé à écrire au fur et à mesure que je découvrais alors la maternité. Oui, tu changeais en fait. Voilà, Ouais. obtenir la citoyenneté, ça a été un grand moment pour Ah moi. ouais, c'est une grande étape ça. Ça, c'est une grande étape parce que mon mari a demandé la citoyenneté française et on lui a envoyé son passeport par la poste. Et moi, toi, tu as eu j'ai... ta cérémonie et tout. Mais extraordinaire, c'est incroyable, c'est une fierté, c'est une joie. Enfin, Puis c'est une étape aussi pour toutes les personnes comme moi, c'est la prochaine étape, là je vais essayer de m'y mettre très prochainement, mais la fin de ton parcours d'immigrant aussi. oui, C'est oui. maintenant, bah ouais, peut-être que j'ai un accent quand je parle, et oui, je suis pas née dans ton pays, mais je suis comme toi, j'ai les mêmes droits, j'ai les mêmes devoirs aussi. Exactement. Mais je peux voter, mais aussi ma voix peut être entendue. Oui. Parce qu'il y a ce côté aussi, des fois, quand on est immigré, de se dire ah là là, j'habite là, mais je peux rien faire pour changer les choses parce que quoi qu'il arrive, bah, j'ai une toute petite voix et j'ai juste des papiers de soit un visa, soit une résidence permanente. T'es pas encore reconnu, voilà, comme canadien. étant canadien, c'est ça, ouais. Ouais. Et ce truc, ça fait du bien, je trouve. Ah oui, oui. Personnellement, moi, ça m'a donné beaucoup plus d'assurance. Je me sentais plus légitime Clairement, ah ouais, complètement. Ouais. quand je donnais un avis, enfin quand on me demandait mon avis. Et ça, c'est une chose que j'ai appris à faire aussi au Canada, c'est d'attendre qu'on me demande mon avis et pas de volontairement le Imposer ton partager. truc, ouais. Côté plutôt franco-français où on impose un peu son truc, puis qui même me suivre un peu. Voilà, exactement. Non, non, j'ai beaucoup appris. J'ai vu que c'était une société d'une flexibilité incroyable. Je suis admirative de la place qu'on fait aux femmes. Ouais. On trouve ici, la plupart des salles de gym offrent des annexes réservées aux Des femmes. espaces, ouais. Les piscines ont toujours une journée réservée aux femmes et aux enfants. Je sais que ce sont des choses, les Français s'arrachent les cheveux, Ouais. mais pour moi, au contraire, je trouve que c'est une acceptation. Il y a des gens de religion sikh qui rentrent dans la police montée Ouais. et on les laisse porter leur dague, qui est un honneur pour eux, qui ne peuvent absolument pas enlever. Ou tu Ou peux le aller turban. ou tu peux aller même dans une banque ou même à Service Ontario et avoir une femme qui est voilée et ça Mais- pose aucun problème à Mais personne. voilà, on peut porter le voile, la burqa, le djihad dans les écoles, enfin le djihad pardon, Ouais. dans les écoles, il n'y a pas de souci. Et au contraire, je trouve que ça amène énormément de richesse pour les enfants, parce qu'on les voit, eux, alors eux, ils ont des amis de toutes les couleurs, de toutes les religions, de Bah ouais, tous mais les ça, horizons. souvent, Génial. il y a souvent ce truc où on dit, en tout cas souvent, parce que je suis quand même reliée toujours quand même pas mal à la France, et il y a ce truc des fois de dire, ouais, à force de vouloir trop ouvrir les bras à tout le monde, vous êtes devenu trop woke. Mais en fait, le mot woke, c'est juste des gens qui ont peur de comprendre ce que ça veut dire, chercher à être un peu curieux, en fait. Et pour moi, les gens qui ont des problèmes avec le racisme, qui disent, ah, telle communauté, ou les Arabes, ou les musulmans, ou les Sikhs, ou peu importe, c'est parce que vous n'avez pas compris, en fait. Parce que vous n'avez pas cherché à comprendre ce que ça représentait, tout ça. Et au Voilà. final, de mettre tous ces gens dans les mêmes endroits et qui peuvent être tous ensemble, eh bien, les enfants, eux, ils voient ça comme juste un pote parmi tant de potes. Et bah, du coup, eux, ils peuvent t'expliquer un petit peu parce que son pote, machin, il a expliqué pourquoi il porte un turban, pourquoi sa mère, elle est voilée. Sa mère, elle n'a pas l'air d'être comme ça, poignée, Non. pieds liés à sa religion. Non, elle l'a choisi. Puis souvent, c'est des gens qui sont venus de leur pays d'origine. Donc, ça veut dire qu'au passage, elle aurait pu lâcher son voile parce que dans son pays, on l'imposait peut-être, mais pas ici. Et Oui, qu'elle a choisi de le garder. Donc, je trouve que plus, au contraire, on est face à toute cette diversité, plus on comprend et plus on peut faire des choix avec toutes les choses dans sa tête sans se dire ah ouais non mais parce qu'en fait j'ai un arrière-oncle qui aime pas les Arabes donc du coup moi non plus je les aime pas. Ouais mais si tu les connais pas tu peux pas avoir ce genre de choses. Donc du coup je trouve que être exposé à autant de diversité, eh ben, ça permet aux gens d'avoir une mentalité bien plus ouverte. Et c'est pour ça souvent qu'on dit au Canada les gens ils ont une ouverture d'esprit. Bah oui, mais parce qu'ils jugent pas les gens. ils sont flexibles. Voilà, ils les acceptent tous, que tu portes ton voile, ton peu importe ce qui fait que ça représente ta culture ou ta religion, sans qu'on te On s'adapte. pointe du doigt. Exactement. Ouais. Voilà. Il y a une facilité d'adaptation au Canada qui est remarquable et remarquée. Mm. Et par exemple, bon, ça c'est extrêmement à Toronto, je me rends bien compte, c'est pas pareil Partout. partout, Mhm. mais enfin quand même, on peut aller dans les hôpitaux, dans les bibliothèques, etc. Il y a plusieurs langages, langues qui sont parlées. Même dans les transports. on s'en Mais rend bien compte. sûr, 145 langues sont parlées à Toronto. C'est énorme. C'est énorme et on vous les offre dans pratiquement tous les endroits publics et dans beaucoup d'autres endroits aussi. Il y a plusieurs personnes qui parlent différentes langues et qui
il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider, même s'il connaît juste un petit peu, c'est suffisant pour y aller, quoi. Ouais, puis chacun est un peu éponge de la culture de l'autre aussi, je trouve. Oui. C'est ça qui est cool parce que tu peux avoir des amis, même en francophonie. Par exemple, nous, ici, on est très francophonie. Bah, ok, moi, par exemple, nous, on vient de France. Bah, moi, j'ai des amis du Liban, j'ai des amis du Cameroun, j'ai des amis de la Belgique. Voilà. Et on est trop content de se retrouver parce que quand bien même on a cet amour pour le français et ce truc qui nous lie, bah, au final, on apprend des cultures des autres. Exactement. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien qui l'achètera, ce truc-là. D'apprendre des autres, c'est une richesse absolue. Ça se revoit pas sur les comptes en banque des gens, la richesse du cœur, mais je trouve que c'est quelque chose qui reste pour la vie, en tout cas. Oui, puis qui apporte du bonheur. Ouais. C'est parce que ça apporte du bonheur que c'est important d'essayer d'aller vers l'autre. Parce que c'est pas un sens unique. C'est tout ce que vous allez donner, vous allez le récupérer au centuple. Enfin, il me semble. Justement, si toi, tu devais donner un conseil à de nouveaux arrivants, des personnes qui sont peut-être fraîchement installées ici à Toronto, ou peut-être même ailleurs au Canada, mais on va rester peut-être plus sur Toronto, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement pour pouvoir être épanoui dans sa nouvelle vie ici au Canada? Ah, ça c'est une bonne question. Déjà, il faut laisser tomber ces a priori, ces réflexes franco-français ou ces réflexes de son pays d'origine. D'où on vient, Ouais. voilà. C'est une nouvelle culture. Moi, je fais souvent le parallèle avec une partition de musique. Je sais, tout le monde connaît les notes de musique, mais dans le pays là où on est au Canada, elles sont arrangées d'une certaine façon qu'il y a une certaine musique qui va jouer. Et cette musique, il faut que vous la découvriez, et puis vous verrez si vous l'aimez ou pas. Si pour vous c'est du plaisir aux oreilles ou pas. Ou si en cuisine, par exemple, tout le monde connaît certains ingrédients, mais le résultat n'est pas toujours le même. Ouais, et puis tous les palais ne sont pas les mêmes. Voilà. Ouais. Donc, il faut se donner la chance de découvrir, de ne pas aller dans le jugement. Oui, il y a des choses qui sont un peu bizarres, oui, mais bizarre, ça peut être bien, bizarre, ça peut être drôle. Et puis, il faut apprendre à garder, à laisser, à se dire, bah, ça, pour plus tard, ça peut être intéressant. Et puis surtout, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est une société qui est bienveillante. Moi, je connais personne qui m'a dit, oh là là, on m'a poussé, on a essayé de m'évincer ou me marcher dessus. Non, moi, je vous le dis. Ou alors, si ça arrive, la personne va s'excuser pendant 2 heures. Oui. Oh, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Voilà. Les Canadiens sont connus pour dire sorry. Et moi, la première, c'est terrible, c'est même plus que canadienne. Mais oui, il faut y aller, il faut se donner les chances de y aller. Il faut se dire que vous allez apporter quelque chose à la société canadienne, vous allez apporter qui vous êtes, d'où vous venez, et on est tous prenants. Mais il faut aussi que vous appreniez ce qu'on va vous donner, ce qu'il y a à apprendre ici, c'est très bon, c'est très mélodieux. Et si vous n'aimez pas, il faut laisser tomber, quoi. Il y a aussi des gens qui quittent le Canada, malheureusement. Oui, parce qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Voilà. Et puis voilà. C'est pas pour eux, c'est pas pour eux. Mais oui, c'est un pays, je pense, où vous avez les moyens de vous accomplir et vous accomplir seul. Déjà, c'est un pays où il y a énormément de start-up, c'est très facile d'avoir son business. De lancer quelque chose. Ouais. Voilà, vous avez une idée, allez, c'est parti. Et autour de vous, les gens sont dans l'aide, dans le soutien. Les banques, même les organismes, il y a beaucoup d'organismes ici francophones et c'est vrai qu'ils sont toujours là à force pour vous accompagner, que ce soit via des subventions, que ce soit via des programmes pour vous accompagner et tout. Il en existe des tonnes et des tonnes, donc ouais, il faut toujours faire sa petite recherche, quoi. Voilà, et puis il ne faut pas avoir peur de demander parce que je trouve que les Canadiens sont très heureux quand ils peuvent participer à quelque chose qui leur est étranger. Par exemple, si quelqu'un est dans une organisation et qu'il a besoin de faire des rencontres dans un domaine spécifique pour faire avancer, ben, si on connaît quelqu'un dans le domaine, oui, on va être très content de les mettre en lien. Et si ça aboutit à quelque chose, c'est une merveille, c'est une fierté, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, parce que moi je trouve que les Français sont toujours dans la réticence. Ils disent, oh, moi j'ai envie de faire ça, mais... Non, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas, ben, déjà... Et comme tu disais tout à l'heure, vaut mieux se lancer que d'avoir le regret de ne pas l'avoir fait. Ben voilà. Ouais. Et c'est pour ça, moi j'ai rencontré des Français à Toronto qui sont arrivés avec... au début, ils ont trouvé un job, ce qu'ils savaient faire, ils l'ont repris ici. Et puis, hop, il y avait une idée qui leur était, quand ils étaient plus jeunes, oh, ce serait bien d'ouvrir un centre de stade de football couvert. Ouais. Voilà.
Comme il y en a beaucoup en France, il paraît, de football couvert, il n'y en a pas ici, très peu. Et ben voilà, hop, on Ouais, sort chaque idée. Puis du coup, des fois, son pays d'origine peut être aussi une inspiration. une inspiration de dire ah bah nous on a ça, ou j'ai visité tel pays et ils avaient ce truc-là et j'aimerais bien l'amener ici. Et Voilà. du coup, c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne au final. Ben voilà, c'est merveilleux. L'île Portugal, enfin tous les quartiers à Toronto, le quartier grec, quartier portugais, quartier coréen, etc. C'est une merveille de marcher, de découvrir les produits, D'absorber d'entendre. un peu la culture. Ouais, Ouais. ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est merveilleux d'avoir cette chance-là de voyager de pays en pays Sans quitter dans notre sa pays. ville. Ouais, c'est ça. Et avant qu'on se quitte, Véronique, est-ce que tu peux dire aux auditeurs un petit peu comment ils peuvent retrouver ce livre qui s'appelle Made in Canada? Est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet? Comment on fait pour acheter ce livre et puis pour rester en contact avec toi? Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Alors oui, alors pour acheter le livre, bon, ben, c'est soit chez votre libraire, Même ici euh, à Toronto? oui, même ici à Toronto, ils peuvent tout à fait contacter Hachette Canada et ils ont des plateformes spécialisées comme Décitre, etc. Donc ils sauront, mais il y a aussi Amazon Canada, Amazon France, la Fnac, le Furet du Nord, euh, toutes sortes de plateformes. Et puis moi, je suis aussi sur Instagram, hashtag Made in Canada 2023. Puisque Ok. c'est la date de parution, l'année de parution, donc Made in Canada 2023. Et là, vous découvrirez mon réseau. Et sur LinkedIn, également, Véronique Gauverde. Vous serez la bienvenue si vous voulez devenir mon amie sur les réseaux. Bah oui, et gardez le contact justement si vous avez apprécié cette entrevue avec Véronique et que vous avez envie de lui parler de plein de choses, que ce soit volontariat, que ce soit de son parcours, que ce soit de son parcours médical, parce qu'on en a fait une toute petite parenthèse, mais moi j'étais limite très émue parce que ça fait toujours écho avec plein de gens justement de voir que quelqu'un qui a fait face à la maladie s'en sorte et s'en sorte avec panache, avec un livre qui est là sur des plateaux et tout après. Franchement, chapeau à toi. En tout cas, merci énormément d'avoir été mon invitée, Véronique. Merci C'était vraiment beaucoup. un grand plaisir d'avoir été avec toi aujourd'hui. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Et je tiens à rappeler que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt, Véronique. À Merci. bientôt. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.